Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proposée par Maximilien Robespierre. Préambule. Les représentants du peuple français, réunis en Convention nationale, reconnaissant que les lois humaines qui ne découlent point des lois éternelles de la justice ne sont que des attentats de l'ignorance et du despotisme contre l'humanité, convaincus que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des crimes et des malheurs du monde, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie, afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, et le législateur l'objet de sa mission. En conséquence, la Convention nationale proclame, à la face de l'univers et sous les yeux du législateur immortel, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen. Article 1er. Le but de toute association politique est le maintien des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, ainsi que le développement de toutes ses facultés. Article 2. Les principaux droits de l'homme sont ceux de pourvoir à la conservation de l'existence et la liberté. Article 3. Ces droits appartiennent également à tous les hommes, quelle que soit la différence de leurs forces physiques et morales. L'égalité des droits est établie par la nature. La société, loin d'y porter atteinte, ne fait que la garantir contre l'abus de la force qui la rend illusoire. Article 4. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme d'exercer à son gré toutes ses facultés. Elle a la justice pour règle, les droits d'autrui pour borne, la nature pour principe et la loi pour sauvegarde. Article 5. Le droit de s'assembler paisiblement, le droit de manifester ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, sont des conséquences si nécessaires du principe de la liberté de l'homme que la nécessité de les énoncer suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Article 6. La propriété est le droit qu'a chaque citoyen de jouir et de disposer à son gré de la portion de biens qui lui est garantie par la loi. Article 7. Le droit de propriété est borné comme tous les autres par l'obligation de respecter les droits d'autrui. Article 8. Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l'existence, ni à la propriété de nos semblables. Article 9. Tout trafic qui viole ce principe est essentiellement illicite et immoral. Article 10. La société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Article 11. Les secours indispensables à celui qui manque du nécessaire sont une dette de celui qui possède le superflu. Il appartient à la loi de déterminer la manière dont cette dette doit être acquittée. Article 12. Les citoyens dont les revenus n'excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance sont dispensés de contribuer aux dépenses publiques. Les autres doivent les supporter progressivement selon l'étendue de leur fortune. Article 13. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. Article 14. Le peuple est le souverain, le gouvernement est son ouvrage et sa propriété. Les fonctionnaires publics sont ses commis. Article 15. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté du peuple. Article 16. La loi doit être égale pour tous.
Article 17. La loi ne peut défendre que ce qui est nuisible à la société. Elle ne peut ordonner que ce qui lui est utile. Article 18. Toute loi qui viole les droits imprescriptibles de l'homme est essentiellement injuste et tyrannique. Elle n'est point une loi. Article 19. Dans tout État libre, la loi doit surtout défendre la liberté publique et individuelle contre l'autorité de ceux qui gouvernent. Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon et le magistrat corruptible est vicieuse. Article 20. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier. Mais le vœu qu'elle exprime doit être respecté comme le vœu d'une portion du peuple, qui doit concourir à former la volonté générale. Chaque section du souverain assemblé doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. Elle est essentiellement indépendante de toutes les autorités constituées. Elle est maîtresse de régler sa police et ses délibérations. Article 21. Tous les citoyens sont admissibles à toutes les fonctions publiques, sans aucune autre distinction que celle des vertus et des talents, sans aucun autre titre que la confiance du peuple. Article 22. Tous les citoyens ont un droit égal de concourir à la nomination des mandataires du peuple et à la formation de la loi. Article 23. Parce que ces droits ne sont point illusoires et l'égalité chimérique, la société doit salarier les fonctionnements publics et faire en sorte que les citoyens qui vivent de leur travail puissent assister aux assemblées publiques où la loi les appelle sans compromettre leur existence ni celle de leur famille. Article 24. Tout citoyen doit obéir religieusement aux magistrats et aux agents du gouvernement lorsqu'ils sont les organes ou les exécuteurs de la loi. Article 25. Mais tout acte contre la liberté, contre la sûreté ou contre la propriété d'un homme, exercé par qui que ce soit, même au nom de la loi, hors des cas déterminés par elle et des formes qu'elle prescrit, est arbitraire et nul. Le respect même de la loi défend de s'y soumettre. Si on veut l'exécuter par la violence, il est permis de le repousser par la force. Article 27. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique appartient à tout individu. Ceux à qui elles sont adressées doivent statuer sur les points qui en font l'objet. Mais ils ne peuvent jamais ni en interdire, ni en restreindre, ni en condamner l'exercice. Article 27. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme et du citoyen. Article 28. Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre du corps social lorsque le corps social est opprimé. Article 29. Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Article 30. Quand la garantie sociale manque à un citoyen, il rentre dans le droit naturel de défendre lui-même tous ses droits. Article 31. Dans l'un et l'autre cas, assujettir à des formes légales la résistance à l'oppression est le dernier raffinement de la tyrannie. Article 32. Les fonctions publiques ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs publics. Article 33. Les délits des mandataires du peuple doivent être sévèrement et facilement punis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Article 34. Le peuple a le droit de connaître toutes les opérations de ses mandataires. Ils doivent lui rendre un compte fidèle de leur gestion et subir son jugement avec respect. Article 35. Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s'entraider selon leur pouvoir comme les citoyens d'un même État.
Article 36. Celui qui opprime une seule nation se déclare l'ennemi de toutes. Article 37. Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l'homme doivent être poursuivis partout, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et comme des brigands rebelles. Article 38. Les rois, les aristocrates, les tyrans, quels qu'ils soient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre, qui est le genre humain, et contre le législateur de l'univers, qui est la nature. Sur le droit de tester. Constituante, séance du 5 avril 1791. Vous avez décrété que l'égalité serait la base des successions. Permettrez-vous que cette loi soit violée par la volonté particulière de l'homme? Conserverez-vous la faculté de disposer? Et quelles en seront les bornes? Il est bon de jeter un coup d'œil sur l'état actuel de la législation sur ce point. Dans certains pays, la faculté de tester a la plus grande latitude. Dans d'autres, elle est interdite avec rigueur. C'est entre ces deux coutumes que vous devez opter, car votre intention n'est pas de conserver deux lois et deux principes contradictoires. L'une de ces lois est fondée sur le vœu de la nature, qui semble exiger l'égalité entre ses enfants. Mais ce n'est pas là le principe fondamental de cette loi. Il en existe un autre d'une importance majeure dans l'état politique et qui s'applique même aux successions collatérales. Ce principe, c'est que la trop grande inégalité des fortunes est la source de l'inégalité politique, de la destruction de la liberté. D'après ce principe, les lois doivent toujours tendre à diminuer cette inégalité dont un certain nombre d'hommes font l'instrument de leur orgueil, de leur passion et souvent de leurs crimes. Les grandes richesses corrompent et ceux qui les possèdent et ceux qui les envient. Avec les grandes richesses, la vertu est en horreur. Le talent même, dans les pays corrompus par le luxe, est regardé moins comme un moyen d'être utile à la patrie que comme un moyen d'acquérir de la fortune. Dans cet état de choses, la liberté est une vaine chimère. Les lois ne sont plus qu'un instrument d'oppression. Vous n'avez donc rien fait pour le bonheur public si toutes vos lois, si toutes vos institutions ne tendent pas à détruire cette trop grande inégalité des fortunes. Vous avez fait déjà une loi pour les successions. Laisserez-vous au caprice d'un individu à déranger cet ordre établi par la sagesse de la loi? Voyez ce qui se passe dans les pays de droit écrit. La loi de l'égalité des successions y règne. Mais une autre loi permet à l'homme d'éluder par un testament la disposition de la loi. Et la loi est nulle et sans effet. Et quel est le motif de cette faculté? L'homme peut-il disposer de cette terre qu'il a cultivée lorsqu'il est lui-même réduit en poussière? Non. La propriété de l'homme, après sa mort, doit retourner au domaine public de la société. Ce n'est que pour l'intérêt public qu'elle transmet ses biens à la postérité du premier propriétaire. Or, l'intérêt public est celui de l'égalité. Il faut donc que dans tous les cas, l'égalité soit établie dans les successions. Quel motif encore pour préférer la sagesse du testateur à la sagesse de la loi? Consultez la nature des choses et les circonstances où se trouvent ceux qui font des testaments. N'est-il pas dans la nature de l'homme d'être toujours disposé à éloigner dans son imagination le terme de son existence? Son testament lui rappelle l'heure de sa mort, et il ne se détermine à le faire que lorsqu'il est affaibli par l'âge, absorbé par la maladie. Mais dans tous les temps, la cupidité et l'intrigue lui tendent des pièges. Les testaments sont l'écueil de la faiblesse et de la crédulité, le signal de la discorde dans les familles. Ajoutez que presque toujours à la faiblesse se joint le préjugé, cette habitude des chimères qui a encore des racines sous les débris de la féodalité, cette vanité qui porte l'homme à défavoriser l'un de ses enfants pour soutenir la gloire de son nom. Mais dit-on, l'autorité paternelle sera anéantie.
Non. Qu'on ne se persuade pas que la piété filiale puisse reposer sur d'autres bases que sur la nature, sur les soins, la tendresse, les mœurs et les vertus des pères. Croit-on que la plus belle des vertus puisse être hantée sur l'intérêt personnel et la cupidité? Celui qui ne respecte son père que parce qu'il espère une plus forte part de sa succession, celui-là est bien près d'attendre avec impatience le moment de la recueillir. Celui-là est bien près de haïr son père. Voyez ces procès éternels, voyez ces manœuvres et ces artifices par lesquels la cupidité abusait de la faiblesse des pères. Voyez l'opulence d'un frère insultant à la misère d'un autre frère. Cette loi, qui produit d'aussi funestes effets, qui tente à anéantir les mœurs privées et par conséquent les mœurs publiques, je ne vous rappellerai pas que le hasard seul l'a transplantée chez nous. Je ne vous rappellerai pas que chez les Romains, la puissance d'un père sur ses enfants représentait celle d'un maître sur ses esclaves. Que cette puissance était marquée par le pouvoir atroce de vie et de mort. Cette puissance était si révoltante que toutes les lois de Rome se sont, par la suite, appliquées à la modifier, parce qu'en effet, elle était l'opprobre des lois sociales, et qu'elle n'eût jamais été admise chez une nation policée. Je dirais qu'il n'y a de sacré dans la puissance paternelle que l'autorité qui lui est confiée, et que cette autorité est bornée par la nature, aux besoins de ceux pour qui elle est instituée, et non pas pour l'utilité personnelle des premiers protecteurs de l'enfance. Je dirais que le législateur viole la nature lorsqu'il franchit ses bornes sacrées, lorsque, par le plus absurde de tous les systèmes, il prolonge inutilement l'enfance de l'homme et le ravit et à lui-même et à sa patrie. Je conclus de tout ce que je viens de dire que l'égalité des successions ne peut être dérangée par les dispositions de l'homme. Mais je n'en conclus pas que la faculté de tester doit être entièrement anéantie. Je crois que le citoyen peut être le maître de disposer d'une partie de sa fortune, pourvu qu'il ne dérange pas le principe d'égalité envers ses héritiers. Mon avis est donc qu'on ne puisse favoriser aucun des héritiers au préjudice de l'autre, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, sauf les cas qui seront déterminés par la loi. Discours de Robespierre en faveur de l'exécution de Louis XVI. Il n'y a point de procès à faire. Louis n'est point un accusé. Vous n'êtes point des juges. Vous ne pouvez être que des hommes d'État et les représentants de la nation. Vous n'avez point une sentence à rendre pour ou contre un homme, mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à exercer. Quel est le parti que la scène politique prescrit pour cimenter la République naissante? C'est de graver profondément dans les cœurs le mépris de la royauté et de frapper de stupeur tous les partisans du roi. Louis fut roi, et la République est fondée. La question fameuse qui vous occupe est décidée par ces seuls mots. Louis est détrôné par ses crimes. Louis dénonçait le peuple français comme rebelle. Il a appelé pour le châtier les armes des tyrans ses confrères. La victoire et le peuple ont décidé que lui seul était rebelle. Louis ne peut donc être jugé. Il est condamné ou la République n'est point absoute. Proposer de faire le procès de Louis XVI, de quelque manière que ce puisse être, c'est rétrograder vers le despotisme royal et constitutionnel. C'est une idée contre-révolutionnaire, car c'est mettre la révolution elle-même en litige. En effet, si Louis peut encore être l'objet d'un procès, Louis peut être absous. Il peut être innocent. Que dis-je? Il est présumé l'être jusqu'à ce qu'il soit jugé. Mais si Louis peut être présumé innocent, que devient la Révolution? N'est-elle pas encore incertaine et douteuse?